Et c'est cette confiance aujourd'hui qu'il nous faut ardemment reconstruire, sincèrement et radicalement en renouant avec nos concitoyens. Une ironie d'ailleurs cruelle de l'histoire. Alors que les formations extrémistes cherchent à saper les fondements de nos institutions et que des puissances étrangères s'emploient à nous déstabiliser, c'est le moment où le sommet de l'État, par ses errements, contribue à l'affaissement national. Oui, il faut le dire avec gravité, et cela me peine d'avoir à vous le dire. Celui qui est le gardien du pacte républicain, je veux parler du président de la République, ne peut pas et ne doit pas en altérer les équilibres. 5 premiers ministres en 3 ans et demi, un record funeste sous la Ve République. Des gouvernements ballottés au gré des humeurs et des sondages, une dissolution précipitée sans raison en 2024. Tout cela a réveillé les démons d'une 4e République dont le retour était pour notre génération inconcevable. Ce nouveau monde a permis le retour des pires travers d'un ancien monde dont le général de Gaulle avait voulu nous protéger des errements. Aujourd'hui, la France doute. Les sondages, comme les scrutins le disent, élus, institutions, partis, le rejet est massif. C'est cette fracture politique et morale qu'il est désormais urgent de réduire si nous voulons à notre tour réduire l'extrême droite. Pensant y parvenir, certains, par opportunisme ou par aveuglement, appellent à précipiter les échéances, à renverser, à destituer, sans se préoccuper des effets dévastateurs du grand chamboule-tout qu'ils appellent de leur vœu. Mais la solution n'est pas dans le fracas. Elle est dans le rétablissement patient de la confiance, dans le travail, de la raison et de la mesure. Le président de la République, du moins peut-on l'espérer, partira en son temps démocratiquement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une personne qu'il nous faut atteindre, c'est davantage un désordre qu'il nous faut réparer. Le monde est en désordre. Les alliances vacillent, les puissances se défient. La guerre s'invite à nouveau sur le continent européen. Le nationalisme, c'est la guerre. Et le retour des impérialismes, c'est la guerre partout. Car la force qui prétend submerger le droit international menace la paix et la concorde entre les peuples. Nos chefs militaires, femmes et hommes de courage et de devoir, nous alertent continuellement avec gravité. Un conflit de haute et de longue intensité n'est plus une hypothèse lointaine. Ces voix qui s'adressent à la nation ne parlent pas le langage de la peur, mais celui du réalisme, du service et du sacrifice. Nous devons les écouter. Défendre la France, c'est d'abord défendre l'Europe. Et défendre l'Ukraine, c'est défendre l'idée même d'un continent libre, celui qui refuse de plier devant la loi du plus fort et aspire à défendre la démocratie. Et soutenir l'Ukraine, c'est aussi repenser notre propre sécurité et notre rapport à la puissance pour que la France demeure ce qu'elle a toujours été, une nation libre dans ses choix et responsable de sa force. Il nous faut renforcer nos alliances sans nous y dissoudre, être dans l'OTAN sans dépendre de personne pour notre sécurité, construire une Europe de la défense qui la complète sans s'y subordonner. Cette Europe de la défense doit constituer le pilier européen de sécurité et de défense de l'OTAN, car si telle n'est pas la méthode et le but, nous ne parviendrons pas à convaincre l'ensemble des pays européens de se rallier à nous. Lutter pour les souverainetés, c'est lutter aussi contre les ingérences étrangères, particulièrement dans nos territoires ultramarins, où notre incapacité à repenser notre relation, à lutter efficacement contre la vie chère, à laisser prospérer le ressentiment. Pour rester crédible, la France doit réarmer, non pour préparer la guerre, mais pour l'éviter et garantir la paix. Cela suppose de consolider notre industrie de défense, d'assumer la priorité que nous lui donnons en France et en Europe. Mais si ces efforts budgétaires sont faits, si la concentration industrielle s'opère, si les efforts d'adaptation sociale sont engagés et qu'à la fin, nous achetons des matériels américains après avoir été remercié M. Trump dans un golfe quelque part en Écosse, à quoi sert-il de faire ces efforts et comment parviendrons-nous à retrouver notre souveraineté? Nos armées, nous le savons, comme la police, comme la gendarmerie, ne sont pas des institutions comme les autres. Ceux qui les servent sont prêts à payer de leur vie le prix de notre sécurité et de notre liberté. Retisser ce lien entre l'armée et les Français, c'est porter loin l'ambition de la réserve citoyenne pour la défense de la nation, car la défense n'est pas l'affaire du seul gouvernement, c'est l'affaire du peuple tout entier. Et vous le savez, la souveraineté, elle se gagne aussi patiemment dans nos usines, nos ports, nos laboratoires, nos terres,
par les savoirs que nous transmettons. Un pays qui fabrique trop peu de ce qu'il consomme, qui dépend pour autrui de son énergie, sa technologie ou sa nourriture, prend le risque d'être un jour asservi. Il faut désormais rebâtir une économie réelle, enracinée dans les territoires et tournée vers l'innovation. Cela commence par la recherche, par la formation, par la revalorisation du travail manuel et industriel. Et redonnons à chaque jeune la possibilité de se former à un métier utile, de trouver près de chez lui un emploi qui ait du sens et de participer au redressement du pays. Et partout, dans les territoires oubliés, des zones d'activité, des centres de savoir, des écoles, des métiers, des mécanismes d'incitation aux investissements productifs, car l'industrie n'est pas un souvenir, elle est le socle de notre avenir. Dans chaque région, dans chaque bassin de vie, l'industrie doit redevenir une aventure collective et une promesse d'avenir. Rebâtir, bien sûr, ce n'est pas seulement fabriquer, c'est apprendre à durer.